Good afternoon, everyone. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Luguel et j'ai le plaisir et la tâche difficile d'animer cette dernière session, ce dernier groupe. Donc cette session va se consacrer à la manière dont la bioéconomie peut contribuer à rendre les villes et les industries plus vertes. Nous allons commencer avec une déclaration pour un peu vous expliquer le cadre de ce panel, de ce groupe de discussion. Nous allons nous concentrer sur les résidus, les déchets aériens, les déchets dans l'eau, qui sont importants pour l'économie circulaire et la bioéconomie circulaire. Nous allons parler de ces matières premières comme matières premières secondaires. Ces matières premières secondaires pourraient être réutilisées par l'industrie. Quelle procédure novatrice pourrait être utilisée pour cela? Quelles sont les possibilités pour l'industrie? Et quelles tâches existent pour les autorités locales dans la gestion des eaux usées, dans la gestion et la planification de l'eau? Donc c'est assez large, ce n'est pas vague, c'est bien large. Et ça va être difficile d'aborder toutes ces questions en si peu de temps. Alors tout d'abord, je vais introduire nos experts. Donc, tout d'abord, je m'appelle Christophe Luguel, je suis responsable de l'industrialisation et du financement, Bioeconomy for Change, et je suis vice-président du BIC. Je suis aussi, donc oui, comme je disais, vice-président du BIC, donc consortium. J'ai donc plusieurs casquettes et je travaille dans la bioéconomie depuis plusieurs années déjà en Europe. Alors j'ai le plaisir d'accueillir 5 experts. On attend encore la 5e personne qui a été prise dans un embouteillage. Alors je prends mes notes. Monsieur André Baumann, secrétaire d'État au ministère de l'Environnement, du Climat et de l'Énergie du Land de Bade-Württemberg. Madame Esther Rommel, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Économie, des Ports et des Loisirs de la province néerlandaise de Hollande du Nord. Nous accueillons également Hans Ingels, chef de l'unité bioéconomie de la DG GRO, de la Commission européenne, donc DG Croissance. Ensuite, notre expert technique sera Ursula Schließmann, qui est directrice adjointe de l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie interfaciale et la biotechnologie, l'IGB. Donc, elle travaille pour la protection de l'environnement. Et enfin, Monsieur Meltin Blut, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, de Vito, la recherche et la valorisation flamande, et directeur de la recherche. Voilà, donc suite à cette introduction, pour le deuxième round d'introduction, nous allons directement entrer dans le débat. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, de présenter votre institution, et comment vous contribuez à la thématique que nous abordons ici aujourd'hui. Alors, on va commencer avec vous, André. Merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle André Baumann, je suis secrétaire d'État au ministère de l'Environnement. Et en Allemagne et au Baden-Württemberg, nous avons la grande tâche importante de créer et d'assurer une prospérité à nos
citoyens, mais aussi de protéger l'environnement. Et là, la bioéconomie constitue un pilier très important afin d'assurer tout ça. Il n'y a pas d'écologie sans économie. Et donc, mon collègue ou mon supérieur hiérarchique, je devrais dire le ministre Hawk, était parmi vous ce matin. Mais il ne s'agit pas seulement de jeter un regard en ce qui concerne tous ces sujets aux régions rurales, mais aussi aux agglomérations urbaines, où nous essayons maintenant d'utiliser ces mêmes possibilités. Merci beaucoup. Mrs. Rommel. Madame Rommel, eh bien, je dois vous dire merci. Merci de m'avoir invité. Commençons par cela. La Hollande du Nord comprend Amsterdam, mais également Schiphol, l'aéroport international, et 2 ports de mer. Nous sommes une région densément peuplée, avec 1000 habitants par kilomètre carré. Voilà. Inutile de vous dire que nous nous posons pas mal de questions, à savoir comment les choses vont-elles se passer du point de vue de l'industrie, mais nous sommes particulièrement ambitieux en matière de changement climatique. Nous misons sur la transition énergétique et sur l'économie circulaire. Nous voulons être région neutre en carbone d'ici à 2050. Vous voyez que nous avons mis la barre relativement haut du point de vue des ambitions. L'économie circulaire va devoir connaître une véritable montée en puissance. C'est sur quoi nous travaillons pour le moment, parce que l'industrie circulaire, certes, est une industrie durable, mais n'est pas nécessairement une industrie propre, exempte de poussière et de bruit. Dans le port d'Amsterdam, eh bien, nous essayons eh bien, de préserver un espace dont pourra profiter l'économie circulaire. Nous nous sommes dotés d'objectifs dans ce sens. Nous espérons y parvenir d'ici à 2050. Et nous avons décroché différents prix l'année dernière. Ça nous a bien sûr aidé à braquer les projecteurs sur l'économie circulaire. Nous sommes présents à Helder, dans la mer du Nord. Nous voulons travailler à la transition pour le nord de la Hollande en mettant l'accent sur l'hydrogène. Et donc, voilà. C'est vrai qu'à notre niveau, nous avons décidé de mettre la barre relativement haut du point de vue des ambitions. Très bien, merci beaucoup, Hans. Bonjour tout le monde. Je travaille pour la Commission européenne. Vous savez peut-être que la Commission européenne s'intéresse à la bioéconomie et a déjà beaucoup travaillé sur la bioéconomie. Il y a des centaines de personnes à la Commission européenne qui travaillent sur la bioéconomie. Certains n'en s'en rendent peut-être pas compte, mais on travaille sur la bioéconomie, on travaille sur les directives, notamment sur les énergies renouvelables. Et l'objectif étant d'assurer la mise sur le marché de produits d'origine biologique. On ne parle pas ici d'alimentation humaine, d'alimentation animale, on ne parle pas d'énergie, mais il y a un véritable potentiel en matière de bioéconomie. Il est important d'assurer la mise sur le marché de bons produits. Pourquoi ? Parce que c'est particulièrement agréable, on s'amuse bien, oui c'est vrai, c'est agréable et on s'amuse bien, mais on le fait tout simplement parce que la période que nous connaissons est importante, pas uniquement pour l'Europe, pour le monde entier, pour des raisons climatiques. Nous savons qu'en ce qui concerne les substances chimiques, nous dépendons des ressources fossiles. Ces ressources fossiles sont extrêmement polluantes. Les émissions de gaz à effet de serre, et je suis sûre que ça sera confirmé par la docteure Schlissmann, sont énormes. Et donc, l'idée est de remplacer tout cela par la biomasse.
Mais nous savons que ça ne sera pas facile parce qu'il n'y a pas suffisamment de capacité et ces produits réalisés à partir de la biomasse sont toujours plus chers que ceux qui ne le sont pas. Donc c'est vrai qu'il est important d'investir dans les solutions de bioéconomie afin que l'industrie puisse en bénéficier. Mais le climat n'est pas uniquement la seule et unique raison. Parce que même si les ressources fossiles étaient neutres en carbone, eh bien, ces ressources ne se trouvent pas sur le territoire européen et cela constitue un risque. Et pour nous, les bioéconomies circulaires, voilà l'objectif vers lequel nous devrions tendre en Europe, tout particulièrement à des fins industrielles. Il nous reste encore pas mal de pain sur la planche, il faut l'avouer, mais cela ne nous fait pas peur et ce genre d'événements eh bien, nous permettent eh bien, de faire le plein d'inspiration. Merci. Ursula, peut-être? Je viens de l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie interfaciale et la biotechnologie. Un terme très compliqué, très complet. Qu'est-ce que Fraunhofer fait? Nous avons donc un grand nombre d'instituts différents situés en Allemagne. Nous nous occupons surtout de continuer à développer des techniques d'application afin que ces technologies puissent être utilisées de façon efficace par les industries, mais aussi au sein de notre société. Une tâche qui n'est pas toujours facile, aussi en ce qui concerne la réglementation. En ce qui me concerne personnellement, en 2013, j'ai aidé à développer la stratégie de biotechnologie au Bade-Württemberg. Et donc nous avons pu en même temps aussi mettre sur point une stratégie de bioéconomie en impliquant tous les acteurs pertinents. Et maintenant, nous avons réussi à ce que des déchets soient considérés comme des ressources et plus simplement comme des déchets. Nous avons donc conçu ce projet de biolab, de laboratoire biologique. Donc, il s'agit donc de faire évoluer une forme de production économique tout à fait simple vers une production bioéconomique, et tout cela doit être transformé à toutes les régions qui nous concernent, et il s'agit maintenant de transformer tous les composants, tous les tenants et aboutissants de la recherche, des instituts de recherche vers les industries. Voilà. Merci. Thank you. Good afternoon. My name is... Bonjour, je suis Métine Mouloud. Je travaille comme responsable du développement commercial chez Vito en Belgique. Nous sommes actifs dans le domaine de la chimie durable, les énergies durables et des matériaux durables. Nous avons également un programme sur la biomasse, la valorisation de la biomasse, ainsi qu'un programme sur la valorisation du CO2. Et je suis également expert en capture du carbone
C'est une stratégie particulièrement importante pour notre région, car c'est une source de carbone. Et c'est vrai qu'on a la région portuaire, enfin plutôt les différentes régions portuaires en Flandre qui sont concernées au premier chef. C'est une chaîne de valeur très importante. Il est important de rassembler les parties prenantes. Il y a des défis à relever, notamment du point de vue des infrastructures, de la législation. Et je suis curieux d'avoir ces discussions avec vous sur la biomasse. Merci beaucoup pour cette introduction des plus claires. Eh bien, je crois que vous avez en quelque sorte déjà répondu aux questions que j'étais sur le point de vous poser. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, eh bien, j'aimerais vous demander de nous donner des exemples de ce qui se passe au niveau des régions. On pourrait peut-être commencer par le bas de Württemberg. Et donc, que faites-vous à votre niveau? Pouvez-vous nous parler des exemples qui concernent les régions urbaines et les régions industrielles? Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium, aber auch gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Merci beaucoup pour la question. Conjointement à des experts de l'économie et de toute la société, nous avons maintenant conçu une première stratégie régionale. Et dans la première phase de sa mise en œuvre, il est très important de rassembler tous les acteurs pertinents. Et nous avons aussi maintenant commencé les derniers projets. Pour beaucoup d'entre nous, la bioéconomie est quelque chose de très abstrait, de plutôt amorphe. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas encore compris que c'est vraiment la stratégie pour l'avenir, pour le XXIe siècle. Donc il s'agit de démontrer par une stratégie claire que c'est une approche systémique qu'il faut maintenant transférer sur ces nouvelles entreprises dites start-up, mais également à l'industrie tout à fait classique et traditionnelle, que une bioéconomie nous permet de produire des produits beaucoup plus durables que des produits traditionnels basés sur des ressources fossiles. Donc, c'est notre tâche et notre tâche consiste à promouvoir et à soutenir ces développements et de convaincre les partenaires industriels que c'est cela, donc la nouvelle approche qui mène vers l'avenir. Et donc toute la réglementation au niveau régional qui date encore du passé, par exemple, de faire comprendre à tous les acteurs que des déchets qui sont produits dans un processus de production ne doivent plus être considérés d'autres fins. Et je choisis bien mes paroles. Donc, nous devons en fait commencer à ce point-là à convaincre les gens, tous les acteurs, et donc de le mettre à un niveau supérieur, à un niveau industriel, et parce que l'industrie, l'économie doit comprendre que ça a aussi un bénéfice, ça a un avantage financier d'investir dans une telle bioéconomie, dans des processus biotechnologiques. Il y a a lot of start-up solutions or thoughts. Et donc, vous nous avez donné matière à réfléchir. Merci beaucoup et je suis sûre que nous reviendrons sur ce que vous nous avez dit. Même question, peut-être. Oui, je vous ai déjà dit que
On a besoin d'espace physique, certes, mais on a besoin également d'un environnement industriel. Et en Hollande du Nord, nous avons des sites industriels d'importance provinciale. Il est important pour nous de nous assurer de disposer de cet espace. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est très très important. Il faut sortir des sentiers battus, il ne faut pas continuer à penser en déant les limites des règles d'hier. Il faut préparer les règles de demain. C'est absolument essentiel quand on parle de bioéconomie et d'économie circulaire. Si nous voulons utiliser les déchets comme produits, eh bien, il faut arrêter de les qualifier de déchets. Et nous, en Europe, il sera important de concevoir une législation qui va dans ce sens. Mais pour cela, il faudra faire preuve de pas mal de courage et d'audace. Et je crois que ce courage et cette audace, ce n'est pas ce qui manque ici. Et en tout cas, ce sera absolument nécessaire. Oui, et c'est probablement l'un des défis dont on parle beaucoup en France. Il y a beaucoup d'industries qui se plaignent et qui disent, oui, ok, vous pouvez peut-être utiliser les déchets au niveau local, même si ça dépend peut-être des marchés, mais le problème c'est que ces déchets, vous ne pouvez pas les déplacer d'un département à l'autre. Ou alors ça doit passer par énormément de tracasseries administratives. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si j'exagère et que c'est caricatural, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été remonté aux oreilles. Je suppose que si c'est le cas en France, ça doit être la même chose ailleurs. Oui, et si je peux, ce que j'ai entendu, c'est que, eh bien, vous avez montré un certain courage en France, parce que voilà, vous avez dit que vous n'utiliserez plus le terme de déchets et que dorénavant vous utiliserez le terme de produit. Ah, je ne sais pas, moi c'est ce que j'ai entendu en tout cas, mais c'est quelque chose dont on ne peut que se réjouir. Et si ce n'est pas vrai, de toute façon, c'est ce qu'il nous faudrait faire. De toute façon, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle désire intervenir. Si tel est le cas, surtout n'hésitez pas. Je viens de Hollande du Nord également. Et il y a un projet portant sur la réutilisation des eaux résiduaires. Et on parle ici du papier toilette. 22 000 kilomètres de papier toilette partent dans la chasse. Et évidemment, il y a la question de la réglementation, la mise en œuvre n'est pas nécessairement la même, mais aux Pays-Bas, il faut attendre 8 ans. Tandis qu'en Belgique, ça prend 3 semaines. En France, il semblerait qu'ils aient décidé que pour différentes particules, si un État membre a déclaré que c'était propre à être utilisé comme produit, eh bien, il semblerait que la France leur emboîterait le pas. Et donc, ça veut dire que les principes ne sont pas nécessairement même s'il serait une bonne chose, évidemment, de copier les bonnes pratiques. Oui, oui. Et si je peux parler pour mon pays, oui, je suis expert en bioéconomie, certes, mais je ne suis pas expert en déchets. Et donc, je suis ici pour apprendre, grâce à vous, et je vous en remercie. Passons à la question suivante. En 2012, on s'est posé pas mal de questions autour des déchets. Quand est-ce qu'on parle de déchets? Quand est-ce qu'on arrête de parler de déchets? Nous avons des définitions sur lesquelles on a travaillé et qui peuvent avoir un impact sur la bioéconomie. Et d'ailleurs, j'ai travaillé à cette définition. C'est une matière première dont le prix est égal à 0 ou est négatif. C'est quelque chose auquel on ne peut allouer un coût, parce qu'on ne peut pas transférer le coût et transmettre le coût au niveau du marché. Mais une fois que vous avez trouvé une application, alors le coût est réparti
sur tout le monde. Mais la plupart du temps, les business models sont basés sur un prix zéro, ou ceux qui sont basés sur un prix zéro ou un prix négatif, eh bien, s'écroulent par manque d'anticipation. Mais cela ne semble pas être le cas pour les déchets urbains, les déchets ménagers. C'est une charge, c'est un fardeau, mais c'est quelque chose que l'on peut gérer avec un prix négatif. You have a duty towards your citizens. Évidemment, vous avez un certain nombre de devoirs envers vos citoyens qui attendent de vous que vous remplissiez votre mission. Et évidemment, il y a la question des déchets éternels. Si je peux, j'aimerais vous parler de la capture et de l'utilisation du CO2. Le principal souci, c'est le stockage. Quand on stocke du CO2, bon, on aura besoin de CO2 de toute façon comme source de carbone. Et donc, on parle ici de déchets qui se transforment en matières premières précieuses. J'abonde là dans votre sens. Oui ? Un autre défi pourrait être celui que constitue la législation. Quels sont les critères qui permettent de définir les déchets? Quels sont les critères à remplir pour être qualifiés non pas de déchets mais de sous-produits? Et puis, quid de la période de transition et quelles seraient les possibilités à disposition des autorités publiques leur permettant d'accélérer la transition depuis les déchets vers des sous-produits, afin de donner sa chance aux produits. Et afin de faire en sorte que tout cela puisse devenir concret. Alors Hans, je ne sais pas si vous avez une opinion par rapport à cette question. C'est une question très compliquée et c'est une thématique également compliquée. Alors, nous avons la législation qui porte sur les déchets et la législation qui porte sur le transport des déchets. C'est probablement une des législations les plus restrictives. C'est vrai que les États membres ont surtout avancé le principe de proximité, à savoir que les déchets devraient rester le plus proche possible de l'endroit où ils sont produits. C'est dommage, mais j'entends que du point de vue économique, ce n'est pas nécessairement viable que d'assurer le transport de déchets sur de longues distances. C'est notamment le cas des biodéchets. Il y a différents types de déchets qui peuvent également intéresser l'économie circulaire, tels que les déchets de bois, qui représentent un potentiel indéniable pour l'industrie de la construction. Et donc, il nous reste encore pas mal de pain sur la planche, certes, mais en ce qui concerne les engrais, nous avons eu de longues discussions parce que nous voulons utiliser les déchets en tant qu'engrais, mais il est important de parler de la contamination des déchets. Le problème avec les matières premières secondaires, c'est qu'il faut bien sûr en assurer la promotion dans la mesure du possible, mais la demande dans ces produits est assez faible sur les marchés parce que ce sont des produits contaminés. Ils ne sont pas aussi purs que les matières premières normales. Et donc, l'idée serait de stimuler l'utilisation et le recours à ces matières premières secondaires. Ces matières premières secondaires sont plus chères, du moins pour le moment, à cause du processus de purification et de recyclage par lequel elles doivent passer. Et or, ce n'est pas nécessairement le cas du côté des concurrents. Mais à l'avenir, j'ai l'impression que la législation permettrait de contribuer à une certaine uniformité au niveau des règles.
et des règles de concurrence qui seraient équitables. Nous pourrions ainsi encourager le recours à des matières premières secondaires. Et les biodéchets représentent un potentiel indéniable pour tout ce qui concerne les substances chimiques, mais comment les rendre pures? Pour cela, il nous faudra mettre en place de nombreuses mesures, mais je suis sûre que les experts pourront aller dans le même sens que moi. Je voudrais bien en fait arriver avec un exemple. Quand on utilise CO2, alors si par exemple pour la microbiologie, je veux les utiliser, donc j'utilise le CO2 en tant que source de carbone pour la croissance. Mais si ça provient d'une utilisation bio, d'une ferme bio, alors ces produits, des protéines, des graisses, des pigments, donc vraiment de bons produits pour la cosmétique, pour le secteur cosmétique, pour l'industrie de la photo, alors je peux les utiliser. Donc si ça vient d'une ferme organique, mais si cela provient d'un processus de combustion, comme par exemple une voiture, alors je ne peux pas le faire. Mais pourquoi est-ce que je peux utiliser la même matière si ça vient d'une ferme biologique ou organique, mais pas si ça vient d'une voiture? Donc les substances sont mélangées, je dois quand même purifier le produit, je dois faire quelque chose pour pouvoir utiliser donc ce produit. Mais pourquoi est-ce que je ne peux plus entrer dans le secteur de l'alimentation, de la cosmétique, etc. Je pourrais utiliser des insectes également qui, en fait, mangent énormément de produits organiques et l'on peut contrôler si ces insectes sont en bonne santé. Je peux mesurer tout cela. Il y a vraiment toutes les technologies à disposition et alors je peux voir quel est le produit final. Donc il y a également des processus techniques pour dire tiens voilà c'est ça et ça et ça, ce qui en résulte, mais je ne peux pas le faire puisque les règles ne le permettent pas. Donc moi je suis en faveur de démontrer que ce genre de processus sont possibles, d'abord sous contrôle et par la suite sur cette base on devrait créer de nouvelles règles au niveau européen pour l'utilisation de tous ces produits, également pour d'autres processus de production, parce que c'est hygiénique, parce que c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de danger. Et alors, ça nous fera avancer. L'industrie ne veut certainement pas attendre encore 10-15 ans ou perdre 10-15 ans avec des règles et changements de règles. Non, il faut faire ça tout au début. Donc, au Fraunhofer, donc là, à l'Institut Fraunhofer, on a de bonnes idées, mais en plus, on doit encore tenir compte du cadre législatif. L'industrie nous dit, vous faites de superbes choses, mais les lois ne le permettent pas et donc on ne peut pas investir. On ne va pas investir dans le changement des règles. Donc on pourrait vraiment avancer à grands pas en bioénergie, en tout ce qui concerne ce secteur, si donc les règles seraient différentes et permettaient l'expérience. Meant for contamination from danger and the environment. Oui, il y a l'aspect contamination, c'est dangereux notamment pour l'environnement, et puis il faut procéder à des vérifications. Évidemment, il faut passer une évaluation risque-bénéfice, c'est tout à fait normal afin d'éviter que cela soit dangereux. Ce matin, on a discuté des pesticides en agriculture, l'utilisation en agriculture, on a le droit de les utiliser, mais il y a aussi donc d'autres matières qu'on peut utiliser. On a parlé de la viticulture, même chose, le cuivre qu'on utilise. Donc là, tout est possible. Bon, c'est une catastrophe, on le sait, mais donc il y a d'autres possibilités d'avancer, de la production organique, etc. Et la même chose pour les parfums, etc. Donc tout genre de possibilités existent pour aider la production viticole et autres. Mais on utilise des pesticides et herbicides, on peut les remplacer, mais on ne le fait pas. Donc la question est quand même la même. Là, on a le droit de le faire, mais donc ça devrait être interdit également. Je devrais vraiment pouvoir l'utiliser et prouver que la production
écologiques basés sur des restes peut-être contaminés arrivent quand même le même niveau de qualité. Je dois au moins pouvoir le prouver. Bien sûr, il faudrait que, en ce qui concerne l'hygiène, il ne faut pas du poison dans notre nourriture et c'est dans notre alimentation, mais néanmoins, il faut donc avoir les mêmes règles pour tous. Oui, on pourrait peut-être parler des obstacles législatifs. La législation, elle est là pour protéger les citoyens et l'environnement, certes, mais la législation, elle repose sur un état des lieux et la situation est amenée à changer en raison des avancées technologiques notamment, et il faut se donner la possibilité de réévaluer ces législations au regard de la situation afin de pouvoir évaluer les risques et les bénéfices, et il faudrait que cela se fasse le plus rapidement possible également. C'est l'un des messages qu'on pourrait donner. Donc les obstacles législatifs ne sont pas vraiment le thème, mais peut-être vous avez également fait allusion le fait que si c'est un résidu, c'est parce qu'il n'a pas d'utilisation, car ce n'est pas facile d'utilisation. Donc nous ne pouvons pas créer de nouvelles technologies, que ce soit une combinaison physique, chimique ou autre, pour autant qu'on trouve une solution pour les obstacles législatifs. Nous avons un expert ici concernant cette technologie. Quel est votre point de vue? Que pensez-vous des technologies émergentes pour la transformation des flux de résidus? Et qu'en est-il pour la capture du CO2, par exemple, donc la question est pour moi. Ok. Si j'ai bien compris la question, dit l'oratrice, alors, selon moi, je dirais la chose suivante. Je fais un pas en arrière. Des déchets sont des déchets quand je les déclare comme déchets. Donc, ça dépend de la déclaration. Donc, je n'ai pas déclaré un déchet comme déchet. Il s'agit d'un produit secondaire. Et je peux alors l'utiliser pour certaines choses. Et notre recherche nous a montré que l'on peut effectivement utiliser ces sous-produits. Par exemple, pour les eaux résiduelles. Je peux donc utiliser les déchets, les eaux usées, comme engrais. Et là, donc, je peux servir l'industrie de l'engrais ou le secteur du food pour les animaux. Donc, alimentation pour les animaux. Donc, il y a différents processus qui existent. Et je peux donc produire de l'énergie pour finir sur base de ces sous-produits. Ce sont des processus chimiques et autres. Il y a donc différentes manières. On est en train de les développer. Mais donc, on peut vraiment transformer les eaux usées, les réutiliser avec certains processus. Et les installations, les stations d'épuration peuvent coopérer dans ce processus. Il faut toujours encore nettoyer l'eau, donc les stations d'épuration seront toujours nécessaires, mais je dois donc éviter de produire des produits non volus comme le gaz hilarant. Donc il faut bien contrôler les processus, bien tester, et pour donc montrer que c'est possible d'un point de vue technologique. Mais l'entreprise qui veut produire donc la station d'épuration, par exemple, doit voir qu'il y a des modèles économiques qui permettent de vendre leurs produits. Donc, si la station d'épuration s'engage dans ce genre de processus et crée de nouveaux produits, il doit voir qu'on peut aussi les vendre, qu'il y a un secteur.
c'est ça en fait l'approche. Il faut montrer que c'est rentable avec les déchets, avec le CO2, l'utilisation du CO2, les nouvelles utilisations. Donc pour moi, ce sont des nouvelles voies prometteurs. Mais les sociétés doivent changer. Ils doivent changer de mindset. Ils doivent voir qu'on peut utiliser tous ces sous-produits ou tous ces déchets. Bien sûr, à l'avenir, le CO2 va rester. Je vais toujours produire des CO2. Ça ne va pas être réduit à zéro, mais je peux faire en sorte que le CO2, donc le dioxyde de carbone, va être utilisé immédiatement dans une nouvelle chaîne de création de valeur. Et c'est la quantité qui est parfois un obstacle parce qu'on produit une petite quantité d'un produit seulement. Donc parfois c'est difficile, mais changeons d'idée. Si je suis donc un constructeur d'installations industrielles, si je trouve une petite unité qui produit donc de petites quantités, alors peut-être c'est également rentable. Donc les modèles économiques doivent changer, pas seulement de grandes installations, des grandes usines. Corrigez-moi si je me trompe. Si c'est un résidu, c'est parce que si c'est un déchet, c'est parce qu'il n'y a pas de solution évidente de valorisation. Donc, vous êtes l'experte, pas moi, mais il faut de l'hétérogénéité. Donc, il faut vraiment créer différents produits. Et la qualité peut varier, en fait, d'un déchet. Ce n'est pas comme si vous aviez un produit pur que vous puissiez optimiser. Là, il faut des ingénieurs. Oui, la station d'épuration doit faire son travail. Il y a toujours des cultures mixtes, en fait, dans les installations d'épuration. Et donc, en fonction de ce qui résulte de leur processus d'épuration, il faut voir ce qu'on peut changer. Il y a toujours des cultures qui se multiplient, d'autres le contraire, mais c'est des procédures où l'on peut trouver des solutions. Et comme vous le dites, il y a plein de choses qui ne sont pas encore connues, donc il faut les faire connaître, il faut vous montrer qu'il y a des alternatives, des possibilités. Et puis, donc, qu'est-ce qui rentre dans une installation, qu'est-ce qui en sort? Donc, en fait, on peut même commencer au niveau des eaux usées ou autres, avant le processus traditionnel. Hein, mais c'est vraiment en fonction de chaque situation. Maintenant, si tout simplement, moi je mélange le tout et l'industrie va faire l'épuration va faire son travail, alors là, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment maîtriser l'ensemble du processus, regarder dans les détails pour savoir ce qu'il faut faire. I understand German. I spoke German. Je parlais bien allemand auparavant, donc, mais là, je n'ai pas bien compris. En fait, ce que je voulais dire par là, si vous avez un projet hétérogène avec des produits qui varient, il faut compenser. Si votre modèle est robuste, il sera moins efficace. Donc, le coût sera plus élevé de la technologie. Donc, c'est pour cela qu'il faut peut-être une compensation de la main publique. Il existe des contre-exemples. Au sein de cette pièce, il existe un projet incroyable, une technologie révolutionnaire de la start-up Afiren qui a réalisé son première usine industrielle dans le Grand Est. Et elle utilise des déchets, enfin des résidus, qu'elle convertit en molécules de haute valeur. C'est une procédure robuste et peu chère. C'est un peu une exception. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, en fait. Voilà. Est-ce que vous pensez... Donc, on revient vers vous trois et vers Hans. Quel est le rôle de la Commission européenne et des comités des États membres ou des comités des régions de soutenir le développement de technologies robustes qui amènent une plus-value
aux déchets, et particulièrement les déchets urbains. Sie müssen dann eben nur zielgerichtet sein, dann eben die Abluft, Abwasser. Ils ne doivent pas nécessairement être solides ou très robustes. Donc il faut surtout changer les règles d'une façon que ce soit possible. Nous devons accélérer la modification de toutes ces règles et nous devons aussi accorder un nouveau prix au monde ancien. Nous avons entendu plusieurs fois ce matin que le prix de l'énergie a fort augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Mais comment pouvons-nous faire en sorte que nous obtiendrons à nouveau un bon prix pour la fourniture d'énergie, hein? Et ça inclut aussi l'utilisation du CO2 et donc tous ces procédés, tous ces processus bioéconomiques sont favorables au climat. Donc ces technologies doivent pas nécessairement être extrêmement solides, non, elles doivent être économiquement viables. C'est la seule façon de préserver notre chaîne. Vous avez parlé de CO2. Je vais donner la parole à Métine. Quels sont les facteurs clés pour arriver à une chaîne de valeur viable et économique en Europe? Alors, donc on peut aussi mettre le lien à la bioéconomie. Alors, comme point de départ, je suis juste un humble scientifique. J'analyse si la science marche, si la technologie marche. Et ici, je dirige je travaille avec des entreprises pour voir si les processus mis en place fonctionnent. Je constate, par exemple, lorsque nous analysons l'activité dans la région de Gand et dans la région portuaire, ils mesurent donc, ils n'ont pas d'expertise CCU, et donc on peut se poser la question, comment peuvent-ils être valorisés dans une chaîne de valeur aussi grande de CO2, et comment pouvons-nous la rendre performante? Alors pour moi, un des ingrédients, c'est la centralisation des émetteurs. Donc il faut rassembler les émetteurs, il faut essayer de centraliser la conversion des gaz carboniques. Il faut aussi changer d'échelle. C'est un aspect que nous mesurons souvent dans le rôle de la purification des flux de déchets. Cela coûte cher, cela représente une part importante des coûts, donc il faut vraiment centraliser cela. Il y a certaines entreprises qui sont précurseurs, et dans la région de Gand notamment, on retrouve ArcelorMittal, Engie est présente également. Elles ont des dénominateurs communs pour vraiment contribuer à cette chaîne de valeur. Et enfin, le choix des molécules est important. Et il y a aussi les conditions frontières. Donc le CO2 est une molécule qui n'a pas d'énergie. Et nous n'avons pas d'énergie toujours disponible. Nous n'aurons pas le luxe d'avoir beaucoup d'énergie renouvelable à l'avenir. Donc nous allons devoir faire des choix. Je pense que la biomasse est une molécule qui détient déjà pas mal d'énergie. C'est quelque chose dont nous pouvons profiter. Par exemple, la lignite, on peut utiliser la fonction des molécules pour contribuer à cette chaîne de valeur. Donc ce sont des stratégies de durabilité en réalité. Donc il faut vraiment des clusters, des foyers, des groupes d'entreprises qui travaillent ensemble. Et outre les problèmes législatifs, il y a aussi un manque de financement.
si vous produisez moins de CO2. Il y a également le règlement sur les ETS, par exemple les producteurs de carburant, avec le règlement RED 3. Comment peut-on rassembler tout ça pour vraiment créer une incitation pour ajouter de la valeur dans ces chaînes de valeur? Merci pour votre contribution. Une question pour Hans. Si on se base sur les débats qu'il y a eu jusqu'à présent, quel est le rôle des matières premières secondaires pour la stratégie de la bioéconomie? Est-ce que vous pensez que l'importance des matières premières secondaires va augmenter ou baisser à l'avenir? C'est peut-être difficile comme question. Donc la réponse simple est oui, merci. Mais pour élaborer un peu plus, je ne suis pas sûr que la capture du carbone fasse partie de la bioéconomie, mais ce n'est pas essentiel à ce stade. Le 6 février, nous publierons une déclaration concernant le stockage de carbone. Cela formera un chapitre important du CCU, donc de la capture du carbone. Pour moi, ce sera plus important que le CCS, donc le stockage du carbone. Donc la réutilisation du carbone sera plus importante. C'est mieux d'utiliser le carbone que de le traiter comme un résidu, un déchet. Donc pour moi, le CCU doit être une source pour les industries chimiques, tout comme la biomasse. Nous mesurons tous les obstacles qui existent, particulièrement au niveau du prix. La question fondamentale pour nous en tant qu'autorité, c'est à quel point devrions-nous intervenir sur cette question de prix. Nous sommes conscients que les solutions de la bioéconomie, les biosolutions, comme on les appelle, coûtent plus cher. Parce que la chaîne de valeur coûte plus cher. Et donc, l'économie traditionnelle est moins chère. Et donc, nous devons corriger cela. Alors, on peut corriger ça au sein de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en créant plus d'équilibre ou plus d'équité entre les différents fournisseurs, ou en décourageant certains types de chaînes d'approvisionnement. Et l'autre opportunité alternative serait qu'à la fin de la chaîne d'approvisionnement, les consommateurs choisissent les biosolutions, car très souvent, le consommateur choisit la solution la moins onéreuse. Mais peut-être pouvons-nous mettre en place des stimulants pour les consommateurs. Je crois que la solution finale sera un mélange des deux. Je ne pense pas qu'il y ait de solution universelle non plus, car la chaîne de valeur pour le bois est différente d'autres chaînes de valeur. Je crois qu'il nous faut des solutions taillées sur mesure pour chaque secteur. Il faudra peut-être aussi essayer d'adopter un autre point de vue législatif, car actuellement, c'est un point de vue très, très basique. Nous avons des objectifs fondamentaux dans certains secteurs, par exemple, l'objectif est la sécurité ou la protection de l'environnement. Ça peut être un autre objectif pour réduire la quantité de plastique et encourager l'utilisation de plastique biodégradable. Donc, là aussi, nous devons être un peu plus malins et combiner plusieurs objectifs en un ou ensemble. Nous devons aussi avoir conscience d'un défi fondamental qui est le suivant. Lorsque nous créons de nouveaux marchés, eh bien, il y aura des gagnants et des perdants. Nous l'avons vu avec la bioéconomie, les perdants ne seront pas contents parce que ça va leur coûter de l'argent.
Et donc, cette transition, il faudra qu'elle prenne la forme d'une évolution plutôt que d'une révolution, pour que les acteurs qui sont perdants dans l'équation aient le temps de s'adapter, de changer, de transformer. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander du temps, mais je suis convaincu que cela doit faire partir de notre encadrement législatif à venir et du modèle d'industrie du futur. Oui, j'ai une question. Il existe un lobby qui tente d'éliminer les impôts, ou plutôt d'augmenter les impôts sur certains produits, donc augmenter la TVA sur certains points. Donc, que pensez-vous de ça, car ça influence le prix du produit? Donc, ce que je vous dis là, c'est mon opinion personnelle. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'au sein de la Commission, nous n'avons pas autant de pouvoir que ça. Il y a beaucoup de règles qui doivent être adoptées par voie unanime, donc c'est très difficile à faire accepter souvent. C'est aussi parfois difficile à mettre en œuvre en pratique, tout simplement. Pour la bioéconomie, quelque chose de très typique, c'est de créer des produits qui sont utiles. Donc, en fait, nous ne taxons que les produits finaux et pas les produits intermédiaires. Donc, d'un point de vue personnel, ça pourrait être une bonne solution à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne, je ne suis pas convaincu. Je crois que ça va être difficile d'y parvenir en réalité. J'ai une question. De votre point de vue, Hans et les autres également, considérez-vous que la bioéconomie basée sur les résidus et les déchets, est-ce que vous pensez que cette économie basée sur les déchets, le CO2 par exemple, les flux de CO2, est-ce que cela pourrait remplacer l'économie actuelle, la bioéconomie de l'agriculture, de la sylviculture? Parce que d'aucuns pourraient considérer ce modèle plus durable. Ou est-ce plutôt l'agrandissement du portfolio de la bioéconomie? Est-ce que ce sont juste des solutions supplémentaires, en fait? Est-ce que c'est juste une autre manière de répondre aux demandes du marché? Donc je constate que ma question n'est pas très claire. Devons-nous favoriser la bioéconomie des résidus urbains et autres de gaz à effet de serre au prix de la bioéconomie actuelle, ou devons-nous juste élargir le champ d'action de la bioéconomie? À mon avis, c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt les deux. Il faut faire à la fois l'un et l'autre. Donc, d'utiliser par exemple des déchets ou des matières premières secondaires pour produire des fibres. Donc, mais la tâche principale de l'agriculture consiste toujours à nourrir le monde. Hein. Donc, on ne peut pas envisager une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des surfaces agricoles, et on ne devrait pas refaire la même faute qu'on a déjà commise il y a quelques années. Donc, on a créé une concurrence directe entre les agriculteurs qui produisaient pour l'alimentation et ceux qui produisaient avant tout pour en obtenir des carburants.
biologique. Et donc, il faut faire les deux. C'est pas faire l'un ou l'autre, mais faire les deux ensemble, l'un et l'autre. Et nous avons encore ces vieux halls de production chez nous, au Bad Württemberg. Donc, on peut parfaitement produire de la biomasse 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et on pourrait produire l'électricité nécessaire par l'usage de l'énergie solaire. Donc, par exemple, afin de produire ces algues dont on a parlé. Yes, to have more solution and special. Il faut une approche complémentaire pour créer une autonomie stratégique, comme nous l'avons mentionné en début de débat. Il faut être robuste, plutôt robuste qu'efficient, mais combiner les deux, c'est parfait. Il faut valoriser les résidus organiques. Cela nous permettrait de gagner en autonomie stratégique. Est-ce que je me suis bien exprimé? Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Metin? Alors, je ne vous parle pas de remplacer la bioéconomie de la biomasse. Nous considérons le CO2 comme une matière première pour créer de nouvelles molécules de manière biologique, enfin de nouvelles molécules organiques plutôt. Donc tout dépend des... On peut utiliser ça comme matière première pour créer d'autres produits, en fait, tout simplement, tout comme avec la biomasse. Je crois que nous approchons tout doucement la fin de notre débat. Donc, comme vous le savez, la Commission va mettre à jour sa stratégie de la bioéconomie. Donc, quels seraient vos souhaits pour cette nouvelle stratégie, cette stratégie 2.0 ? Alors, je me doute que vous n'allez pas pouvoir répondre, à moins de répondre personnellement, Hans, mais d'après vous, quels sont vos souhaits? Voilà, je peux répondre. Pour résumer, il s'agit donc des points que j'ai déjà abordés. Il faut que les règles permettent d'avancer, que l'on peut donc faire des tests, qu'il y a certaines libertés. Bien sûr, le tout doit avoir lieu dans des processus contrôlés, mais si on voit que tiens, c'est possible, alors on a rapidement des règles, il faut rapidement écrire des règles pour tout ce qui a été testé et qui est faisable. Il ne faut pas donc de longues procédures qui nous retardent. D'un autre côté, je voudrais bien la chose suivante. Je voudrais que l'eau et les eaux usées sont mentionnées dans la bioéconomie. Qu'on les reprend, c'est toujours et en plus on a non, donc ça fait partie, mais sans vraiment être pris au sérieux. Mais l'on a besoin donc pour le bio de l'eau. Et quel est donc le rôle de la disponibilité de l'eau ou de l'eau en général? Quelle est son influence? Quels sont les reflets par rapport à la bioéconomie? Et donc il faudrait également reprendre cet aspect dans une genre de stratégie bioéconomie ou dans la stratégie bioéconomie. Je remercie encore rajouter, comme on vient déjà de le dire, il faut y avoir et on a besoin de la bioéconomie dans les zones rurales, mais également urbaines. Ça doit être en accord l'un avec l'autre. Et donc là, on parle de tout, les eaux, l'air, donc tous les résidus dans ce contexte doivent être réutilisés. On a besoin de tout et tout doit être repris. C'est pas seulement le CO2, c'est pas seulement le dioxyde de carbone, il y a d'autres possibilités donc d'avoir accès à des nouveaux ressources, de nouveaux matériaux de base. Le Raw Material Act, la nature fait du recyclage, c'est très efficace. On a regardé comment ça fonctionne dans la nature et donc on en a déjà expérimenté et testé comment on arrive à obtenir des ressources naturelles dont on a besoin. Et il faut donc intégrer les communes. Donc là, parce que là, c'est des stations d'épuration. Là, il y a les usines. Ils sont où? Dans les zones rurales, dans les communes.
Donc il faut un cadre au niveau européen, mais la mise en pratique se fait dans les régions et donc il faut vraiment faire en sorte que les régions participent dans ce processus et sont entendus quand on écrit cette nouvelle stratégie. Je vous pose la même question. Esther? Donc la bioéconomie, comme vous l'avez signalé, ce n'est pas juste l'industrie agroalimentaire, c'est aussi toutes les industries qui existent chez nous, par exemple, en Hollande méridionale. Ce dont nous avons besoin, c'est nous avons besoin d'aide de la Commission européenne au point de vue législatif. Cela va nous permettre d'être efficaces. Voilà, peut-être que Hans pourra répondre à la fin. Alors, Metin. Donc, la législation ne devrait pas freiner l'industrie et permettre le développement de nouvelles chaînes de valeur du CO2. Donc, pour nous, il faut juste pouvoir permettre le développement de ces technologies. Et il faut établir une feuille de route qui est taillée sur mesure pour l'industrie afin qu'elle puisse investir, qu'elle puisse faire des investissements judicieux et que cela ne soit pas grévé par la législation. Et Hans, pour clôturer, peut-être, votre point de vue, que devrait faire la Commission européenne si vous avez le droit de vous exprimer naturellement? Alors, je ne suis pas vraiment bien placé pour pouvoir répondre. Je poserai la question à mon directeur. Donc, la Commission va toujours essayer de créer un dialogue pour avoir des mesures qui soient adaptées dans différents secteurs pour différentes politiques. Nous allons créer une initiative de la bioproduction et la biotechnologie. C'est ce que cette action, nous allons la mener les 2 prochaines années. Cette stratégie ce sera... Donc je pense que la mise à jour de la nouvelle stratégie, ce sera pour 2025-2026. Cette nouvelle initiative qui sera publiée, dont nous publierons les objectifs en mars, eh bien, nous allons énoncer les secteurs et les domaines dans lesquels nous allons essayer d'établir les premiers jalons pour la création d'une filière de bioéconomie robuste, pour promouvoir différentes solutions. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Notre perspective, car il y aura plusieurs perspectives en fait au sein de la Commission, notre perspective sera comment pouvons-nous encourager l'utilisation par les marchés de ces produits? Comment pouvons-nous encourager l'utilisation de produits bas carbone? Comment pouvons-nous encourager les industries à s'affranchir de l'économie linéaire pour rejoindre l'économie circulaire? Voilà. Comment pouvons-nous atteindre l'autonomie stratégique? Nous ne devrions pas être dépendants des énergies fossiles. Et on devrait trouver des solutions circulaires, tout simplement. Et voilà. Alors, nous voudrions aussi entendre... Ok. Est-ce que vous avez déjà été au Baden-Württemberg? Ok, merci beaucoup. Donc, en conclusion, je vais vous faire part de mes remarques concernant notre débat. J'étais très heureux de voir que nous sommes d'accord sur 2 points stratégiques clés. Tout d'abord, que nous ne devrions pas opposer la bioéconomie issue des flux de déchets ou de résidus avec la bioéconomie de la biomasse. Nous avons toujours besoin d'agriculture, de sylviculture, de l'économie bleue, comme on l'appelle. Et maintenant, il y a des nouveaux concepts qui émanent de la bioéconomie, et la bioéconomie a un rôle clé à jouer pour l'avenir. Ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions, une des voies à suivre.
en combinant des stratégies, l'écologie, l'économie. Alors, il existe des obstacles sur notre chemin. Il y a l'obstacle législatif. Nous devons adapter la législation. Il faut nous permettre de mesurer la faisabilité de certaines solutions avant de les mettre sur le marché. Donc il faudrait en tout cas des exemptions pour les phases d'expérimentation et de test. Et une fois que la solution fonctionne, eh bien là, il faut simplement que la législation permette l'utilisation massive de ces solutions. Deuxième point, eh bien, les déchets, ce sont des matières difficiles à traiter, donc il nous faut une technologie robuste ou une combinaison de technologies, et peut-être que c'est une bonne chose, car si on combine ces deux approches, dans un monde en mutation, nous avons parlé d'autonomie par exemple, eh bien peut-être que nous vivons de plus en plus dans un monde plus imprévisible, de plus en plus imprévisible, de moins en moins stable, et vraisemblablement plus dangereux. Donc peut-être faut-il favoriser un modèle commercial moins efficace, des technologies moins efficaces, mais qui ont été sélectionnées pour être robustes, qui sont robustes. Des modèles commerciaux robustes, des technologies robustes, qui seront plus efficaces à long terme. Et dans ce contexte, je suis convaincu que la bioéconomie jouera un rôle clé. Les conclusions faites au cours du développement de solutions pour traiter les déchets pourraient être autant de solutions intéressantes pour développer la bioéconomie à l'avenir. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion, si vous êtes tous d'accord. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci